Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le book haul du mois de janvier. Alors, book haul qui, pour moi, est extrêmement raisonnable. Franchement, j'ai été plutôt très sage. Je n'ai fait aucun achat Vinted, aucun achat Gibert. Je ne suis pas allée en magasin de seconde main. Il y a juste un livre que j'ai trouvé en boîte à livres, sinon j'ai été très sage. Vraiment, vraiment très sage, vous allez voir, et je pense que vous allez être d'accord avec moi. Donc on va commencer par les graphiques, contrairement à décembre où il n'y avait eu qu'un seul titre, je crois. Là, il y en a un petit peu plus, mais principalement des suites de séries. J'ai à la fois rattrapé un peu les achats, et puis également en décembre, il n'y avait eu quasiment pas de sortie qui m'intéressait. Elles n'ont reprise qu'en janvier. Voilà. Donc on est parti. Je me suis d'abord procuré le tome 4 de Dans l'ombre de Krimi, publié chez Kurokawa de Emi Mitsuki, donc inspiré du scénario original du studio Pierrot, donc l'animé des années 80. Si jamais vous ne connaissez pas Krimi, très rapidement, c'est l'histoire, simplement c'est une magical girl, c'est une petite fille qui a la capacité de se transformer en Krimi, une jeune idole. Et ce manga, voilà, s'inspire. Alors je ne sais pas s'il réécrit vraiment l'histoire de l'animé. En tout cas, au niveau du dessin, on est absolument clairement dans le style graphique des années 80. Je crois que c'est début 80 l'animé. Je cherche une planche, voilà, petite planche sympa. Et donc là, c'est le 4e tome et le manga est terminé au Japon en 7 tomes. Donc ça sera en plus une série assez courte, c'est plutôt cool. Ensuite, une fin de série. Je me suis pris le 3e tome de La déchéance d'un homme de Junji Ito, inspiré du roman de Osamu Dazai. C'est publié chez Delcourt Tonkam, donc on a une couve shiny shiny que je n'aime pas du tout. Là, après, tous les goûts sont dans la nature, moi j'aime pas du tout. Donc c'est donc une fin de série, 3 tomes. Je vais pouvoir le lire, alors je sais pas quand. Au niveau du style graphique, on est sur du Junji Ito, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, donc c'est un manga plutôt creepy, plutôt horrifique. Toujours dans les mangas un peu creepy, je me suis pris le tome 4 de L'école emportée de Kazuo Yumezu. C'est publié chez Glénat et je me suis rendu compte il y a peu que j'avais pas le tome 3. Donc il y a des chances que le mois prochain vous voyez le tome 3 de cette série qui est donc une réédition. L'école emportée est un manga qui date des années 70, 80. 72, voilà. 72, donc on a un style graphique assez vintage. C'est dans le tome 1 l'histoire d'une école primaire qui va disparaître comme ça du jour au lendemain. On va suivre l'ensemble de l'école primaire qui se retrouve dans un lieu, ils sont complètement isolés, uniquement entre eux. Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font là? Que va-t-il se passer? Voilà, vous vous imaginez bien, on est dans un espèce de monde un peu post-apocalyptique. Voilà, on ne sait pas trop où ils sont. J'avais beaucoup aimé vraiment la version que j'avais vue, la version Bunko. Je ne peux vraiment, si vous aimez alors le manga un peu vintage, mais également le manga un peu creepy, d'aller vous pencher sur l'école emportée. Le style graphique, effectivement, il est d'époque, hein, des années 70, mais franchement, Kazuo Yumezu, il est vraiment excellent pour la représentation des visages et de l'angoisse. Moi, j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé ce manga. Je me suis ensuite pris les tomes 5 et 6 de Eden. Dans ce sens-là, c'est mieux. Donc ça, c'est le tome 5 et là, on a le tome 6. Donc Eden de Hiroki Endo, publié chez Panini. Ce sont des tomes doubles. Je pense que ça sera fini en 9 tomes. Donc là, j'ai le 5 et le 6. Eden, c'est eh bien, tout simplement un virus. Voilà, c'est un manga de science-fiction. Un virus se répand sur l'ensemble de l'humanité. Que va-t-il se passer? A priori, on va suivre une espèce d'île où des gens ont réussi ou essayent de survivre en tout cas. Au niveau du style graphique, je le dis à chaque fois, mais qu'est-ce que ça ressemble à Otomo? Franchement, depuis que j'ai lu Akira, je trouve que ce manga visuellement ressemble vraiment beaucoup à Otomo. Bref, manga de science-fiction. Ensuite, je suis ravie de voir que Tonkam, Delcourt Tonkam, m'a l'air d'accélérer la publication de cette sublime édition de Hikaru no Go de Yumi Ota et Takeshi Obata. C'est donc chez Delcourt Tonkam, vous l'avez déjà vu plein de fois, c'est un manga en hardback qui va parler tout simplement d'un jeune homme qui
va se découvrir une passion pour le Go et donc on va le suivre pendant toute son évolution tout au long de l'histoire. Il me semble que c'est un manga qui est complet en 20 tomes. C'est le 17e tome. Je me semble avoir déjà vu le 18e tome pendant quelques mois. Donc imaginons qu'on pourrait terminer cette série d'ici la fin de l'année. Ça serait assez incroyable. Ça reste un manga un petit peu de niche. Je sais que Tonkam ne vend pas énormément avec cette série. C'est pour ça que je les prends dès qu'ils sortent. Parce que j'ai trop peur d'avoir une rupture de stock, un arrêt de commercialisation qui, je crains, n'arrive assez tôt après la fin de la série. Je suis pas sûre que ça soit très très rentable pour Tonkam d'éditer cette série. C'est dommage. Moi, je trouve ça vraiment dommage parce que, notamment avec Hikaru no Go, on voit la puissance de ce que sont capables de faire les mangas autour d'une thématique qui, a priori, comme ça, pourrait ne pas vous passionner. Le Go, ça reste quand même très très asiatique. Moi, même si j'ai vu l'anime et que je l'avais adoré, je suis toujours pas capable de jouer au Go, on est bien d'accord. Mais voilà. Hikaru no Go, j'avais fait cette commande-là chez Gibert en neuf, je précisais pas en occasion. Et du coup, pour pas payer les frais de port, j'ai rajouté un tome de Sunken Rock de Boichi, c'est le livre 5, c'est l'édition Deluxe publiée chez Doki Doki. Chaque tome vaut 19 €. Voilà, donc c'est un vrai investissement, c'est du hardback, mais j'avoue que j'ai entendu énormément de bien de cette série, déjà premièrement, et en plus le style de Boichi, il est absolument sublime. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est parfois d'avoir une hyper sexualisation du corps féminin, un peu dommage. Mais c'est une série dont j'ai entendu beaucoup beaucoup de bien et voilà, je me la procure quand je peux. Elle sera bientôt terminée avec son 13e tome, je crois. Je suis fort en retard puisque là c'est le tome 5. On est bien d'accord. Une autre fin de saga, mais là c'était très rapide, je me suis procuré le tome 2 de Mermaid Saga de Rumiko Takahashi, c'est publié chez Glénat. C'est donc une série à l'origine en 3 tomes, Glénat l'a republié en 2 tomes. À nouveau un manga un petit peu vintage au niveau du style graphique. Alors quand bien même Rumiko Takahashi, je trouve que son style de dessin n'a pas beaucoup évolué au fur et à mesure des années. Si jamais le style vous dit quelque chose, c'est la créatrice de Ranma 1/2, Maison Ikoku, Juliette Je t'aime ou Inuyasha. Voilà, ça dépend de votre génération, on va dire. Moi, je suis ravie voilà, que Tonkam, pas du tout, que Glénat ait réédité cette série. J'avais lu, je crois, un tome il y a vraiment très longtemps. C'est en gros une réinterprétation, réinvention du mythe des sirènes, mélangé peut-être un petit peu avec du folklore japonais. Moi, j'avais beaucoup aimé. Je suis pas forcément fan de l'autrice dans ses comédies romantiques, mais j'avoue que sur ces histoires courtes ou sur ces one-shots ou sur ces histoires un petit peu plus fantastiques, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Donc voilà. Ensuite, une suite de séries, et ben c'est comme ça qu'on va terminer. J'avais pas vu 2 tomes, parce qu'il me semble qu'il me manquait un tome qui était paru fin d'année. Je me suis pris les tomes 7 et 8 de Sailor Moon dans cette éternelle édition de chez Pika, le tome 7 et le tome 6. Cette édition, elle est absolument sublime. J'ai pas d'autres mots, j'ai pas d'autres possibilités. Les pages couleurs qui sont à l'intérieur, elles sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Alors, je trouve que le manga, il fait son âge quand même, on va être honnête, au niveau du dessin. Je trouve que les shoujo maintenant ont quand même évolué depuis. C'est du shoujo au niveau du style très classique. Après, au niveau de l'histoire, c'est pareil, j'ai pas souvenir que c'était incroyable, mais il y a quand même quelques événements un peu intéressants. Et moi, j'ai envie de voir ce que donne Sailor Moon en manga. Et puis l'édition, quoi. L'édition, elle est absolument magnifique et elle ne coûte que 14,90. Franchement, moi, je trouve que ça les vaut largement. Ça les vaut largement. On a terminé pour les graphiques pour ce mois-ci. On va donc passer au roman. Oui, je ne vois pas pourquoi j'hésite, oui, au roman. Je vais d'abord commencer par vous présenter 2 livres qui sont pas vraiment des romans, mais plutôt des textes d'analyse. Chez Third Edition, je me suis procuré 2 titres pendant leur solde. Donc d'abord l'analyse de Akira de Rémi Lopez. Alors, chez Third Edition, je précise, donc il y a un petit signet comme ça. Voilà, hop, derrière. On est vraiment sur des romans d'analyse, vraiment on analyse complètement l'œuvre.
Donc on est vraiment voilà, sur du texte, il n'y a pas du tout d'illustration, je précise, hein, on n'est pas sur du hardbook, hein, pas du tout, vraiment sur de l'analyse. Et moi j'aime beaucoup, même si je les ai et que je les lis pas forcément, mais j'aime beaucoup ce genre de romans, de textes, hein, d'essais, on va plutôt appeler ça des essais je pense. Donc j'ai pris celui sur Akira, et ensuite j'ai pris celui sur JoJo's Bizarre Adventure, donc celui-ci il est de Federico Anzalone, et sur une préface de Takashi Miike, le scénariste-réalisateur. Voilà. Alors celui-là, je l'ai encore laissé sous plastique. Hein, je l'ouvrirai quand je le lirai. Il y a encore le petit marque-page en tissu. Mais comme le Akira, il n'y a pas d'illustration. Si vous aimez ce genre de roman un peu, enfin ce genre d'essai, d'analyse autour des univers geeks, vous en avez donc chez Ferd Édition. Et vous en avez aussi chez une autre maison d'édition qui s'appelle Pixel Love. Voilà. C'est les deux en tout cas que moi j'ai identifié qui font des analyses autour des mangas, mais également il y a quelques analyses autour des comics chez Ferd et pas mal autour de tout ce qui est jeux vidéo. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un seul SP dans le courant du mois de janvier et c'est très bien. J'ai reçu celui-ci, Un étranger en Hollande de Sophia Samantar, c'est publié par Argile, que je remercie vraiment beaucoup de me l'avoir envoyé. Ce texte sortira pas tout de suite, il sortira le 7 avril, donc je le lirai dans le courant du mois de mars, je l'ai déjà prévu dans mon planning. Et alors ce qui m'intéressait, c'est que c'est un one-shot de fantasy, et que en plus, on nous parle... Alors j'avais vu quelque chose en rapport avec les livres. Ah c'est ça, voilà. Fils d'un riche marchand, Gévic a été bercé toute son enfance par les contes et légendes de la lointaine Hollande, une contrée merveilleuse où les livres sont aussi communs qu'ils sont rares sur son île. Et puis je sais pas, la couverture faisait un peu un peu fantaisie orientale, je sais pas, j'avoue que la littérature, j'ai du mal aujourd'hui, la couverture m'a attirée, et puis voilà, le résumé a achevé de me convaincre. C'est une réédition d'un texte qui avait déjà été paru, je crois qu'il a également été retraduit, si je dis pas de bêtises, c'est ça, traduction de 2022, et je sais pas, j'ai vu que les avis étaient très positifs, c'est un roman que je connais pas beaucoup, et vous savez que j'aime bien aller chercher plutôt chez les plus petites maisons d'édition, et voilà, du coup ce titre m'a tout à fait intéressée, et je voulais également préciser que la couverture, sublime couverture, si je ne me trompe pas, elle est de Xavier Colette. Je m'avance, décidément, c'est le book-haul du bug. Non, j'ai pas trouvé, mais il me semble bien que c'est Xavier Colette qui fait cette très très jolie couverture, ainsi que pas mal d'autres couvertures de chez Argile. N'hésitez pas à aller voir cette maison d'édition, ils ont l'air d'avoir un catalogue, en tout cas de ce que j'en ai vu jusqu'à présent, vraiment assez intéressant. Ensuite, j'ai reçu 2 contreparties Ulule, donc des choses auxquelles j'ai participé il y a vraiment très très longtemps. Et tout d'abord, celui-ci que j'ai reçu fin décembre, mais je crois que j'avais oublié de vous présenter le mois dernier, c'est pas très grave. Les Contes du Miroir, illustrés par Nina M. C'est publié par les éditions Magic Mirror, voilà, donc moi j'ai la version numéro 179. On a donc des contes ou des extraits de contes, je ne suis pas sûre qu'ils soient en intégralité à chaque fois, avec une illustration de Nina M, bien évidemment. On a les pages, donc on a un marque-page tissu, les pages sont complètement dorées. À l'arrière, on a une très jolie rose, vous voyez, il y a des dessins comme ça. Et alors, le papier fait vraiment vieux recueil de contes, donc voilà, le papier est assez épais. Et ça m'a franchement fait penser au recueil de contes que je lisais quand j'étais petite, ceux qu'on propose aux enfants. Voilà, je ne vous montrerai pas d'autres illustrations parce que je ne sais pas si ce roman, si ce livre est encore disponible. Et si jamais vous le procurez, c'est un peu dommage de vous spoiler les illustrations, mais c'est vraiment un très 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 bel objet livre. Et ensuite, deuxième contrepartie Ulule que j'ai reçue, à rien à voir, j'ai reçu Cosme de Vassinov, donc en auto-édition. Et alors, celui-ci, on est plutôt dans un roman de science-fiction horrifique. Voilà, si j'ai vraiment bien suivi, donc c'est du hardback. J'ai reçu le marque-page avec, et voilà, il y a quelques illustrations. Chaque début de chapitre, on a ce genre de choses. Voilà, une illustration comme ça, avec un dessin, un symbole. Est-ce que ces symboles vont avoir une importance dans l'histoire voilà. Hop, là j'ai pris une autre page au hasard avec un autre symbole et un texte.
voilà, un texte, un petit mot en dessous le symbole. L'objet livre, en tout cas, il est très joli, très réussi. Le papier est très agréable. Bah voilà, je sais pas quand j'aurai l'occasion de le lire, mais ouais, mais ça m'intéresse beaucoup et je suis très contente de l'avoir reçu. Voilà, si jamais vous ne connaissez pas, je crois que le livre, vous pouvez vous le procurer soit sur Amazon, soit éventuellement directement auprès de l'auteur. Ensuite, je vais vous présenter mes achats kiosque, puisque vous savez que je fais 2 collections en kiosque que je suis très régulièrement. Donc là, j'en ai 2 séries différentes. Donc la première, j'ai poursuivi la série Sherlock Holmes, donc j'ai pris Le Signe des 4 et Une étude en rouge. Voilà. Alors, ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois, on a... Voilà, c'est très très joli. Et à l'intérieur, on a des extraits un peu de presse et de publicité. Et à chaque fois, ces petites publicités sont différentes pour chacun des romans. Alors peut-être qu'il va y avoir un moment où ils vont en remettre certaines, peut-être. Mais pour le moment, j'ai pas vu que c'était les mêmes. Voilà. Et on a un petit peu d'illustrations à l'intérieur. Quelques illustrations voilà, assez différentes. Là, on a ce style-là. Et je crois que dans celui-ci, elles sont plutôt sur des pleines pages. Voilà, c'est ça. Sur celui-ci, elles sont plutôt dans ce style. Voilà. Donc, je suis très contente. Je continue de me les procurer, en tout cas pour les Sherlock Holmes. Je verrai après, puisque je crois qu'ils vont également publier une autre série. Je crois que c'est Harry Dixon. C'est du genre réel. Alors, peut-être que je les prendrai quand même, je sais pas. Mais au moins, les Sherlock Holmes, voilà, je vais me les prendre. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est une très jolie édition. Et ensuite, donc, la fameuse collection des maîtres du fantastique. Ce mois-ci, j'en ai 5. Je me suis pris un Conan Doyle, La ceinture empoisonnée. C'est plus ou moins, alors c'est pas forcément une suite, mais on va retrouver le professeur Challenger que l'on a rencontré dans Le Monde Perdu. Je me suis pris un Lovecraft, l'affaire Charles Dexter Ward. Alors bien évidemment pour Lovecraft, ce sont des recueils de nouvelles. Hein. On a celle-là, cette nouvelle-ci, mais on en a d'autres. On a notamment L'horreur de Dunwich qui m'intrigue beaucoup, donc je suis très contente. Un titre de Wells, c'est la couverture, je crois qu'on a eu jusqu'à présent la plus étrange possible, je trouve. C'est Les premiers hommes dans la lune avec un espèce d'extraterrestre comme ça qui est vraiment très bizarre. C'est vraiment la couverture la plus étrange qu'on ait eue. Celui-là, je suis très contente, c'est Le Golem de Gustave Meyrink. Alors, le golem, j'ai déjà lu 2-3 textes qui mettent en scène cette créature et j'avoue qu'à chaque fois je suis restée un peu mitigée, un peu dubitative, donc je sais pas si c'est le texte fondateur, en tout cas c'est un des textes fondateurs je pense, et je suis ravie de pouvoir le découvrir. Et le dernier texte, je le connais absolument pas, vraiment pas du tout, c'est Un journaliste en 2889 de Jules Verne. Voilà, c'est un texte que je ne connaissais pas du tout. Ça ne fait pas partie des Jules Verne que j'ai lus. Il y a également quelques autres textes à l'intérieur de ce recueil. Alors je constate et vous également peut-être, hein, c'est que dans pas mal des recueils comme ça, ils ont aussi regroupé parfois des nouvelles. Là par exemple Jules Verne, on a un regroupement de plusieurs nouvelles. C'est le cas de Lovecraft, mais c'est normal, il a écrit majoritairement des nouvelles. Et je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Ça permettra aussi de découvrir d'autres textes et de connaître Jules Verne sur un pan de son écriture que moi je connais pas. Je le connais vraiment pour ses romans d'aventure et pas forcément du tout pour ses textes de science-fiction ou pas de science-fiction, plutôt de fantastique, d'horrifique, de creepy. Bref, voilà, vous avez compris l'idée. Je suis plutôt contente. Je continuerai de me les procurer. Je vais vous présenter le seul livre d'occasion de ce book haul et c'est à noter, un seul livre d'occasion et je l'ai pris, vous allez comprendre pourquoi. Littérature asiatique. J'ai donc trouvé dans la boîte à livres près de chez moi Baguette chinoise de Xin Ran, publié chez Piquier. Vous vous doutez bien pourquoi je l'ai pris, littérature asiatique. J'ai vu que c'était un roman qui avait vraiment des retours très positifs. Xin Ran, je crois que j'ai un ou deux autres titres d'elle. Il me semble que c'est une femme, oui, dans ma palle. Et puis voilà, c'est la littérature asiatique, je pouvais pas ne pas repartir avec. Et on va terminer par les livres poche, parce que oui, c'est déjà presque terminé. Avouez que vous n'en revenez pas, moi non plus. J'ai pris principalement des poches, puisque vous n'êtes pas sans savoir que durant le mois de janvier, on a cette fameuse offre de poches achetées, un poche offert. Donc voilà, j'ai acheté plusieurs poches et j'ai eu donc 3 livres de poche offerts.
Voilà, donc j'ai donc acheté 6 livres de poche et j'ai eu 3 poches offertes. Voilà. Alors il y en a 7 je crois parce qu'il y en a un que j'ai acheté qui ne rentrait pas dans le cadre de l'offre. Je me suis d'abord pris un titre que j'avais présenté dans le Have a Wishlist sur la chaîne de Dorian. C'est le Là où les esprits ne dorment jamais de Jonathan Verber, publié chez Pocket. Ici on va être autour de l'agence Pinkerton qui va mener l'enquête autour des fameuses sœurs Fox. Alors les sœurs Fox, si jamais vous ne connaissez pas, ce sont les femmes, les sœurs qui sont plus ou moins à l'origine du spiritisme. Ce sont des femmes qui ont commencé à communiquer avec les défunts. Voilà. Donc est-ce qu'on va être dans le domaine du fantastique, de la sorcellerie, de l'enquête, je ne sais pas trop. Et puis l'agence Pinkerton était une agence de détective privée. Je ne sais pas si elle n'existe pas encore aux États-Unis d'ailleurs. En tout cas à l'époque elle était assez connue. J'adore la couverture. Je la trouve vraiment sublime. Et voilà, je suis ravie de m'être procuré ce titre que j'avais repéré en grand format. Je me suis pris également, alors celui-ci je l'ai pris, non pas qu'il ne m'intéressait pas, mais je pense qu'il y a un des livres en livre offert, je l'ai eu dans mon Carrefour, et autant dans mon Cultura je peux mixer les poches entre eux, c'est pas grave, autant dans mon Carrefour, si vous prenez un pocket, il faut vraiment que vous ayez 2 pockets. Et donc j'ai pris La fille de Cali de Céline Dangean, donc publié chez Pocket. Il était dans ma wishlist. Ça a l'air d'être un thriller, j'en sais pas beaucoup plus. C'est un bel briquet quand même, hein, je le voyais pas si gros. Mais voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris parce qu'il était dans ma wishlist. Un autre roman de chez Pocket que j'ai pris, et là c'est une autrice que j'aime beaucoup, c'est Kate Morton avec La prisonnière du temps. Ici, généralement, on est dans des histoires de secrets de famille avec des alternances d'époque, voire éventuellement de points de vue. Donc voilà, secret de famille, moi j'aime beaucoup, Kate Morton j'aime beaucoup, et voilà, regardez, je vais retirer le bandeau parce qu'ils ont gardé à nouveau la couve du grand format, et je trouve que cette couverture est vraiment très jolie. Très très jolie. Un autre livre de poche, pareil, que j'avais présenté dans le Have a Wishlist, on est à nouveau dans une histoire de saga familiale, mais là, pas tout à fait dans la même époque ou le même pays, on va dire. C'est Pachinko de Min Jin Lee, publié chez HarperCollins Poche. On va être en 1930 en Chine, entre la Chine et la Corée, a priori. Et donc, ça va être à nouveau une saga familiale, mais là, plutôt en Asie. À nouveau, c'est une briquette, hein, mais... 628 pages, mais ça fait moins briquette que le grand format. Je vous invite à aller jeter un oeil sur le grand format. Si vous tombez dessus en librairie, le grand format, ça fait vraiment, vous avez l'impression que vous pouvez assommer quelqu'un avec. Le poche, il reste encore raisonnable en taille. Un autre roman que j'avais présenté dans le Have a Wishlist, décidément, c'est Sémiosis de Sue Burke, publié au livre de poche. Science-fiction, c'était publié chez Albin Michel Imaginaire, je l'avais mis dans ma wishlist. Ça a l'air d'être... Est-ce qu'on est dans du... Alors, planète opéra, plutôt avec des hommes qui ont quitté la Terre et qui donc vont s'installer sur une autre planète. Ils font un voyage interstellaire et ils espèrent bien pouvoir recréer une civilisation de paix. Donc je l'avais repéré chez Albin Michel Imaginaire en grand format. Je l'ai mis plusieurs fois, j'ai essayé plusieurs fois de l'acheter en occasion, mais j'ai jamais réussi. Et puis quand j'ai vu qu'elle allait sortir en poche, je me suis dit bon, elle est patiente et puis tu le prendras en poche. Armance de Armance Around the Corner, c'est un roman qu'elle a beaucoup aimé, donc voilà, je suis plutôt contente. Et alors j'aime bien quand ils font ça, vous voyez, quand il y a la couverture qui se poursuit comme ça. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Je trouve que ça donne un effet vraiment très sympa sur les romans. Et ensuite, un autre roman, je ne sais plus si c'est moi qui l'avais présenté ou pas, mais en tout cas, on en a parlé dans le Have a Wishlist également, c'est Le silence des vaincus de Pat Barker, publié chez J'ai lu. Un roman qui est une réécriture, explication, je ne sais pas, de la guerre de Troie, mais du point de vue des femmes, si j'ai bien suivi. Donc peut-être un roman axé, c'est pas peut-être, c'est certainement un roman axé féminisme. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai entendu beaucoup d'avis positifs de ce roman. Alors on avait pas mal débattu sur la couverture. Moi j'aime bien cette couverture. Après tous les goûts sont dans la nature, j'allais dire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais moi j'avais bien aimé. Et voilà, je suis contente de m'en être procurée en poche. Et donc pour terminer ce book haul, les 3 romans que j'ai eu dans la cadre des romans offerts, hein, du fameux de acheter un offert. Celui que j'avais pris dans mon Carrefour, c'est celui-ci, c'est Armada de Ernest Cline chez Pocket. Je l'ai pris parce que c'est l'auteur qui a écrit Ready Player One. Ai-je lu Ready Player One? Pas du tout, mais celui-ci m'intéresse aussi pas mal.
On nous dit que on va suivre un jeune homme apparemment qui est féru de jeux vidéo et un jour il va être confronté à un vaisseau qui sort tout droit de ce jeu vidéo, mais dans la vraie vie, hein, il va le rencontrer pour de vrai. Et on nous dit quoi de mieux qu'une invasion extraterrestre pour briser la monotonie du quotidien. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est pas très long, 400 pages. Voilà, mais moi ça m'intéressait bien. Ensuite, un autre roman que j'ai pris, alors vous allez vous dire, c'est pas forcément ce que vous voyez beaucoup sur ma chaîne, c'est vrai, mais même si j'en lis peu, j'ai envie, ça me branche bien en ce moment. Donc j'ai pris Eternalis de Raymond Coury, c'est donc chez Pocket. On va être dans un thriller ésotérique, un peu... comment j'ai envie en ce moment, même si j'en lis pas, ne me demandez pas pourquoi, ne cherchez pas, il n'y a parfois aucune logique, de lire des romans un peu à la Indiana Jones, donc des romans avec de l'aventure, avec également un peu, pourquoi pas, d'historique. Donc ici, on est à Bagdad, et on nous dit qu'on va découvrir dans un charnier d'une clinique un serpent dessiné sur les murs. Donc l'Ouroboros, hein, c'est celui-ci, c'est donc un serpent qui se mord la queue et qui est le symbole de l'éternité. Et on va suivre donc Mia et Jim qui vont être sur la piste d'un grimoire disparu. Voilà. Ça m'a fortement fait penser à Indiana Jones. Ouais. Je ne me demandais pas pourquoi. Et j'ai envie de lire un peu ce genre de titre cette année. Ouais, j'ai envie. Je suis sûre que ça me plairait en plus. Et dernier roman offert que j'ai pris un peu... alors, faute de mieux, parce qu'en fait, je suis allée dans mon tutorat, j'ai pris 2 livres de poche, et puis au moment où j'allais partir, la dame me dit « Attendez, madame, vous avez le droit à un livre gratuit ?» Je me dis « Oui, bien sûr. » J'avais pas pensé, comment j'ai pu, mais j'ai pas pensé. Et du coup, je suis allée fouiner dans la caisse, et j'ai pris celui-ci. Donc, c'est Recettes d'amour et de meurtre. C'est de Sally Andrew, c'est publié chez J'ai lu. Et je l'ai pris parce que ça avait l'air d'être un genre de peut-être de cosy mystery, je sais pas, ou en tout cas un policier un peu fun. C'est un premier tome, donc c'est les enquêtes de Tani Maria. Et derrière, en fait, le résumé, c'est comme une recette de cuisine. Je sais pas, donc forcément, je sais pas trop ce que ça donne. J'ai vu après en regardant sur Livradict que les avis étaient plutôt positifs, donc bon, je me suis dit pourquoi pas, un policier un peu fun, et puis on verra bien. Voilà, je me suis dit que je connaissais pas, je l'ai pas trop vu passer, peut-être 1 ou 2 fois, c'est tout. Et why not, pourquoi pas. Et voilà, ce book haul est déjà terminé. Je crois que pour le moment, c'est le plus petit book haul de cette chaîne, on est bien d'accord. Est-ce que je vais continuer à être aussi raisonnable sur février et les mois qui suivent? Je ne sais pas. En tout cas, je suis ravie de voir tous ces livres intégrer ma pile à lire. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains de ces titres, ce que vous en avez pensé, enfin surtout si vous les avez aimés. surtout, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si jamais la vidéo vous a plu, à vous abonner si le contenu vous correspond, et puis à me suivre également sur Instagram où je partage quotidiennement mes lectures. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!